Jacques Rouchon était le fils d'une famille de gérants de magasins, avenue de Versailles. Il était quelque part quelqu'un qui avait deux ambitions à la base, qui voulait... il avait deux choix dans sa vie. Il voulait soit être parti aux colonies pour faire je sais pas quoi d'ailleurs, soit être photographe. C'était un homme très agréable à vivre parce qu'on a été un couple très, très uni. Mon mari était un homme qui pensait toujours à faire les choses le mieux possible, avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour. Et je pense qu'il l'a montré dans son travail et vis-à-vis de moi et de sa famille. Il a été résistant pendant la guerre. La rumeur dit qu'il était faussaire, notamment. Qu'il a dérobé, on va dire, ou confisqué un appareil photo chez un collaborateur. Jacques est devenu photographe grâce à un copain à moi qui voulait faire des reportages sur les villes sinistrées autour de Paris, tout de suite après la guerre. Et Jacques hésitait soit être photographe, soit aller aux colonies. Moi, je préférais qu'il reste à Paris. Donc dans les deux cas, il y a une espèce de côté pionnier. Donc il a fini les colonies, c'était peut-être un peu compliqué. Donc il a récupéré un appareil photo et est devenu photographe. À l'époque, il fallait avoir un appareil photo pour être photographe. Il a démarré sa carrière comme photographe de presse pour intégrer assez rapidement la célèbre agence Raffo auprès de Doisneau, Ronis, Sabine Weiss. Raffo commandait des reportages, mais bon, comme Raffo commandait des reportages à Doisneau aussi, hein, ça a été, mais bon, c'était une agence extrêmement sérieuse. Hein. Ah oui, Raffo, on n'a jamais eu de problème. C'était payé sans problème. Il n'est pas resté très longtemps chez Raffo, il a dû y travailler 5 ou 6 ans. Et ça, on l'a découvert assez tard, en fait, puisque moi, je savais de mon grand-père qu'il était photographe de mode. Pourquoi est-ce que Jacques Rouchon est rentré dans le domaine de la mode? Je pense qu'il en avait fortement envie et besoin de sortir de ce cadre qui ne devait pas lui plaire énormément, qui était de photographier des gens qui n'avaient pas ou envie ou qui étaient, etc. Donc je pense qu'il avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, besoin de travailler d'une façon très étroite avec son sujet. Donc ça s'est passé d'une façon très simple. Il renvoyait ses photos de table à un journal américain qui lui a demandé s'il connaissait quelqu'un qui faisait de la photo de mode. Il a dit, bah, moi, bien sûr, j'en fais pas, mais je peux le faire. Et d'autant plus qu'il avait fait des essais avec ma mère, d'ailleurs j'ai les photos, je te les donnerai, pour voir s'il pouvait faire des photos de mode. En fait, faire des photos de mode, enfin, à l'époque, pour moi, par rapport à faire des photos, disons, de comédiens, c'était quand même plus simple, puisqu'on pouvait mettre les gens où on voulait, dans les lumières qu'on voulait, le décor qu'on voulait, etc. Donc ici, c'est notre plateau 1, c'est notre plus grand studio, c'est un des plus grands studios à Paris. C'est dans ce studio qu'on fait les plus grosses prises de vue pour les plus grands clients. On peut rentrer ici une voiture, il y a eu régulièrement des animaux qui ont été pris en photo ici, des chevaux, des léopards, et j'en passe. C'est ici donc que les plus grandes stars viennent pour les plus grands clients.
On a par exemple les Rolling Stones qui ont fait une prise de vue pour une pochette d'album il y a quelques années avec le photographe Nick Knight. Et sinon, il y a quelques années aussi, entre autres David Lynch qui avait photographié les plus grandes actrices françaises pour un numéro spécial Cannes, Duel. Je crois savoir que mon grand-père aimait beaucoup les femmes, donc je pense que travailler avec des femmes, faire de la photo de mode, c'était peut-être quelque chose aussi qui pouvait l'attirer. Donc à mon avis, c'est un ensemble de facteurs, sans doute une opportunité à un moment. Donc un jour, Jacques, ayant quand même eu pas mal de photos, a pris son bouc sous le bras et est allé trouver des magazines. Il ne m'a jamais expliqué comment il était devenu photographe de mode. D'abord, il n'est pas photographe de mode. Il était photographe de mode, oui, mais photographe publicitaire aussi. Parce qu'aujourd'hui, les photographes de mode, c'est les photographes de mode à part entière. Ils travaillent pour des magazines bien déterminés, que ce soit Vogue, que ce soit Elle, Marie-Claire, etc. Non, non, Jacques, il était capable de faire des pubs, des campagnes de pubs, ce qu'on appelle des pages publicitaires, ou de la mode, ou de la beauté. C'était un multicarte, Jacques. Donc ici, on est dans la cabine mannequin, la loge du plateau 1. Donc, tous nos studios sont équipés de loges pour que les mannequins se fassent coiffer, se fassent maquiller, pour que les stylistes puissent entreposer leurs vêtements. On a aussi, pour le confort de nos équipes, des douches, des toilettes. Toutes les loges sont climatisées, vraiment pour que les clients puissent travailler dans les meilleures conditions. Alors la spécificité de ce plateau 1, c'est qu'il peut être réuni avec le plateau 2 et le plateau 3 au rez-de-chaussée pour faire un seul grand espace de plus de 350 mètres carrés pour les très grandes prises de vue et les grosses productions. Donc il suffit d'ouvrir cette grande porte et là on peut ouvrir en grand et réunir les deux plateaux pour les très grosses prises de vue. Oui, il faut que je vous explique aussi que le studio Rouchon a un rôle très important de formation de jeunes photographes, puisqu'on emploie toute l'année une vingtaine d'intermittents du spectacle qui sont nos assistants de plateau et qui sont des photographes en devenir, ainsi qu'une trentaine de stagiaires d'école photo qui passent par notre studio pour des périodes de 1 ou 2 mois. Et on est très très fiers quand on a parmi nos clients, parmi les photographes qui viennent travailler chez nous, des anciens assistants de la maison, comme Sylvie Gravelin. Je crois que le magazine Grazia est le magazine avec lequel il a collaboré de façon régulière et permanente, quasiment du début à la fin de sa carrière. Mon père adorait quand même créer ses lumières, ses environnements, etc. Quand tu fais de la mode, et puis surtout tu fais du studio. Donc ce que mon père n'avait jamais fait avant, quasiment. Quand j'ai commencé à travailler à Grazia, Jacques Rouchon travaillait déjà avec Grazia.
Alors, la première fois qu'on m'a envoyé, on m'a dit de venir ici à Paris pour faire des photos avec un photographe, c'était lui. Et on s'est connus. Et je dois dire qu'on s'est entendu très bien tout de suite. Il était vraiment incroyable. Il était, je pense, vraiment un grand photographe. Il était un grand professionniste. Mais en même temps, il était très naïf, très ingénieux. Je ne sais pas comment on dit, ingénuo, je dis, parce qu'il était plein d'enthousiasme. Chaque photo qu'il faisait, c'était comme la première photo. Mais il avait derrière un grand métier et on se voyait vraiment dans une façon incroyable. Mes parents avaient une très mauvaise idée, c'est de me choisir un parrain photographe qui s'appelait Jacques Rouchon. Et donc très petit, j'ai été fasciné par ça parce que j'allais dans son studio, j'ai même posé pour lui enfant, etc. Genre, bon. Et vers l'adolescence, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la photographie. Je ne rêvais que de ça. Je passais mon temps à photographier les copines parce que c'était un bon plan pour draguer, en fait. C'est où on jouait de la guitare, où on faisait des photos, c'était les deux bons plans pour draguer. Je faisais les photos et en extérieur et en studio. Et c'était deux genres de photos complètement différents qu'en ce moment, ici, maintenant, il paraît presque impossible. C'est-à-dire, il était très bien en studio parce qu'il avait une lumière merveilleuse. Il était toujours à la recherche d'une lumière plus belle que la lumière avant. Il faisait les filles que, par définition, elles étaient déjà très belles. Il les rendait fantastiques. Quand je vais dans un studio, j'attends de l'équipe qu'elle soit efficace. Regarde-moi. C'est-à-dire que les gens soient réactifs. Ok. Et est-ce que tu peux prendre un réflecteur Jean et le mettre ici? Tu sais, à plat. Que les plateaux soient agréables et conformes pour la prise de vue à faire. Que le matériel soit disponible, que le matériel soit de qualité. Pour moi, la lumière, c'est la photo, quoi. De toute façon, sans lumière, on n'a plus de photo. Donc, c'est indispensable, c'est l'élément indispensable. Non, j'adore ça. Et j'adore j'adore le modelé, j'adore les lumières qui sculptent. Voilà. Et aussi, les ambiances. Chaque ambiance, chaque lumière traduit autre chose. Mon beau-frère avait un de ses cousins qui travaillait dans une agence de publicité à Paris, agence qui a disparu, qui s'appelait Synergie, et dont Jacques Rouchon, évidemment, collaborait. Alors, quand j'ai été mis en contact avec ce monsieur, il m'a dit Jacques Rouchon est un de nos meilleurs photographes et je pense qu'il a besoin d'un assistant en fin d'année. C'est comme ça que ça a démarré. Ceci étant, je suis resté 2 ans et demi dans la famille Rouchon à faire des prises de vue où le studio était dans la salle à manger, comme tous les photographes à l'époque travaillant chez eux. Hein. Donc en plus des 3 plateaux que nous avons au rez-de-chaussée, on a au premier étage encore 4 studios de tailles différentes et aussi cet espace client qui sert à servir les repas à nos clients, puisqu'on a une cuisine intégrée qui sert tous les jours entre 30 et 80 couverts, entièrement réalisés sur place. C'est aussi un espace qui nous sert à exposer régulièrement des photographes, et en ce moment on peut voir les différentes photos prises par Richard Schroeder, qui était le filleul et l'assistant de mon grand-père.
faisait beaucoup de photos, il faisait, mais on s'apercevait toujours quand il y avait la bonne photo. Alors, il était très vite, il faisait, certaines fois, c'était toi, comment on dit, à l'époque, c'était roulis, qu'est-ce que c'est? Toi, oui. Et enfin, on arrivait à une photo, c'était dit, bon, je l'ai, je disais, oui, tout là, c'est la photo. Ouais, on s'apercevait vraiment tout de suite qu'est-ce que c'était. Il avait en plus une certaine façon d'avoir un rapport avec les filles que c'était incroyable. Parce qu'il arrivait, il y en avait quelques-unes qui arrivaient presque comme un bloc de marbre. Et après 10 minutes qu'avec lui, il devenait très, très disponible, même sexy, même très morbide. Il était fantastique, vraiment, il était fantastique. Quand on vient travailler, quand on fait de la photo, on aime être dans un endroit où on se sent bien accueilli, on se sent en sécurité, où on se sent à l'aise forcément. C'est important. Au début, on prenait les collections en photo chez les couturiers. Ensuite, on a commencé à faire des photos dans la rue, dans Paris. Ensuite, il y a eu des photos en studio. Et après, il y a eu aussi des voyages. Alors ça, peut-être plus pour le prêt-à-porter, pour les maillots de bain notamment. En studio, c'était sophistiqué. En extérieur, c'était le contraire. C'était sophistiqué, mais très naturel. Et moi, j'adorais cette façon de faire la mode comme ça, parce que c'était une mode contextualisée, mais quand même avec toujours un peu de songe. Ça faisait songer, ça faisait penser à la robe qu'on voyait, qu'on avait envie d'avoir. Et en même temps, c'était toujours très élégant, mais quand même très simple, très facile à porter. Et ça, c'était vraiment l'esprit de Jacques, l'esprit qu'on a donné avec lui à Grazia. Donc j'ai commencé à faire des photos de mode. Je dis, mais nous n'avions pas de studio. Et à l'époque, les photographes qui n'avaient pas de studio, c'était pas très bien vu. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour trouver un grand appartement. Ça n'a pas été évident, donc qui était rue Faraday. Donc le studio était à la maison. Ce qui était génial, parce que moi j'entrais de l'école, la plupart de mes copains ils rentraient, il n'y avait personne. Moi j'arrivais, il y avait des mannequins partout, il y avait du monde. Mon père et moi on avait des pistolets à flèche, tu sais, avec le bout caoutchouté, et on tirait sur les mannequins et tout. On jouait sans arrêt. Et c'était un bonheur que de rentrer à la maison et de voir tout ce petit monde qui m'adorait, parce qu'évidemment j'étais trop mignon. Grazia a été pour lui un piédestal aussi qui lui a permis de travailler pour La Redoute, pour Freundin, d'autres magazines, parce que mon père était un peu un pionnier à une époque de ce que j'appelle la photo dans les dunes. Ce qu'étaient les filles dans les dunes avec des herbes, avec, etc. Il adorait ça. Il adorait faire des photos dehors. Autant il aimait bien un studio parce qu'il pouvait régler ses éclairages, etc. Mais dehors, il était très heureux. Et donc, La Redoute est venue le voir à cause de ses photos de dunes. Le style Grazia, qui c'est un style reconnu, on a commencé à le faire avec vraiment Jacques. Ça, on lui doit vraiment. Et je trouve que maintenant, on parle de style Grazia et le succès qu'on a dans le monde, c'est pour le style Grazia que je vais transmettre dans chaque pays. Et c'est le style qu'on a commencé vraiment, qu'on a fait avec Jacques. Ça, c'est très important.
on était aux Seychelles, on était en train de faire un reportage sur des maillots de bain. Et on avait décidé de faire, il avait une nouvelle caméra, il faisait des photos un peu spéciales, il était toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. Et bon, il y avait beaucoup de requins, et on nous avait dit attention parce que c'est très dangereux, il ne faut pas faire des photos sous-marins, mais il voulait faire des photos sous-marins. Et alors, on est allé à 2 h du matin où il y arrivaient les pêcheurs, et on a acheté un requin, morte naturellement, on l'a lié avec un lien. Et moi, je devais faire sous l'eau, avec les liens, avec les requins. J'ai tiré, j'ai passé devant la fille avec les maillots, et Jacques il faisait la photo comme si les requins étaient vifs, pas morts. Et ça, il m'a fait faire ça, je ne sais pas, 100 fois. À la fin, j'étais vraiment abrutie. Mais quand même, ça pour dire qu'il était vraiment très dur, très professionnel, mais quand même on s'amusait à faire tout ça. Alors, la date exacte, je ne m'en souviens plus, mais en décembre 1959, ça c'est la date de création de la société. Et 59, c'est l'année où mon grand-père a monté son premier studio professionnel officiel. Parce que jusqu'alors, le studio était dans la pièce principale de l'appartement, donc c'était vraiment le vrai home studio. Hein. La salle de bain, c'était le labo, quoi. Donc moi, j'ai dû être talqué avec des liposulfides de soude à un moment donné. Donc ici, on est au 2e étage, c'est notre studio 7, notre studio lumière du jour, grâce à ces 2 grandes verrières en double exposition et qui sont entièrement occultables, ce qui permet aux photographes soit de travailler en lumière du jour, soit de travailler en lumière artificielle. C'est un plateau qu'utilise fréquemment Sarah Moon, qu'on est très fiers de recevoir très régulièrement. À l'époque, avec les mannequins, c'était très différent parce que, au départ, les mannequins étaient payés, on prenait les mannequins des maisons de couture parce qu'il n'y avait vraiment pas d'agence. Donc, elles étaient payées au modèle. Elles amenaient leur modèle, elles repartaient avec les modèles. Il y avait une bonne entente, c'était très sympathique de travailler comme ça. Puis après, quand il y a eu les agences, alors après, bon, c'était différent, c'était à l'heure, et ça a modifié beaucoup de choses. Il était dans un cadre de photographe, je dirais, il avait un côté un peu papa. Alors que Juste Jacquin ou Jean Loussieff, ils étaient un peu les dragueurs du métier. Lui, il avait un côté papa. Françoise, moi j'ai connu Jacques en même temps que Françoise. Donc on sentait que c'était un tandem. Et il travaillait, bon, il faisait des photos classiques mais belles. C'était pas des choses spectaculaires, mais à mon avis, c'était un parfait technicien. Et on voulait toujours travailler avec lui. Pour nous, c'était quelqu'un qui comptait. Nous, dans les agences, on est beaucoup dans les coulisses, en quelque sorte. On ne se déplace pas à chaque fois. C'est pas comme les mannequins qui vont dans les studios, qui voient les gens de visu. Il y a des gens que je n'ai jamais vus dans ce métier, mais pour lesquels je leur ai toujours parlé. Et je les ai jamais rencontrés. Donc, et Jacques, il avait ce côté paternel qui faisait qu'on avait envie d'aller le voir. Quand j'ai eu un petit cheptel de mannequins chez Girls, je l'ai rappelé, comme il était pas inatteignable. Il y a des photographes qui sont inatteignables, on le sait. Je veux dire, on attend pendant des mois qu'ils veuillent bien répondre. Mais lui, il était très accessible. Donc, quand je lui ai dit que j'avais des mannequins, donc,
et qu'on s'était rencontrés, donc il a essayé de me faire travailler. Et on a bien travaillé ensemble. Sa carrière marchait très bien à l'époque, il avait plusieurs employés, il travaillait tous les jours. La publicité était en plein essor à ce moment-là. Donc le studio Rouchon, c'est le studio photo de Monsieur Jacques Rouchon qui fait ses propres photos pour ses clients. En 1973, il emménage au 36 rue du Fer-Moulin, dans les locaux qu'on occupe toujours aujourd'hui, avec 2 associés. Jean-Claude Delvolf, qui le connaissait, qui appréciait le travail de mon père, lui a demandé s'il voulait faire partie d'un triumvirat qui réunirait Henri Mardix, photographe de décoration, Jean-Claude Delvolf, photographe d'objets, et mon père, photographe de mode. Donc on a dû te dire que Delvolf était en haut, et Mardix avait tous ces endroits-là. Et on avait pensé à faire un espèce de pool. De façon à pouvoir après se réunifier et devenir une entité qui peut travailler pour n'importe quel catalogue. Un jour, en me promenant, on cherchait des locaux. Moi, j'avais mon studio rue Jussieu, qui est tout près là. Et en me promenant, j'ai trouvé cette ancienne usine d'épices qui s'appelait les établissements d'Akbar. Et oui, c'était incroyable, ça venait de se libérer. Ils étaient partis en banlieue, c'était libre. On est rentré. Et comme j'ai un frère architecte, il est tout de suite intervenu pour transformer un peu ça à minima, parce que c'était quand même un gros morceau. Et donc, on s'est installé en se donnant pour chacun... on était à part égale, si vous voulez, mais on n'était pas à part égale sur la surface. Car, par exemple, le photographe de déco avait tout le rez-de-chaussée. Donc ici, on est dans notre atelier. C'est un peu notre caverne d'Ali Baba. C'est ici qu'on reçoit et qu'on stocke tous les éléments de décor et le matériel qui va être utilisé par les photographes et leurs décorateurs sur les nombreuses prises de vue qui ont lieu chez nous. Donc on peut voir donc des équerres qui servent à maintenir des feuilles de décor qui sont ici, qui sont des panneaux de bois entoilés, qui peuvent être peints de différentes couleurs, des plaques de plexi, des plaques de verre, des fonds papier et tous les éléments de décor qui seront utilisés ensuite par les équipes. Parce que les meubles, les choses comme ça à transporter, le photographe de mode avait le plus petit studio qui était un petit peu plus haut. Et moi, j'avais un studio moyen et nous avions chacun notre territoire géré par un truc qui s'appelait les studios associés. Après, ça a été très, très rapide, puisque mon père s'est installé ici. Moi, j'habitais à Aix, j'avais quitté le milieu, j'étais parti à Aix-en-Provence faire un restaurant. On a repris les parts de Wolf peu de temps avant la mort de Jacques. Et par la suite, moi, j'étais plus là, ils ont repris tout le rez-de-chaussée de Mardix. Donc, je suis revenu ici, j'avais 2 enfants. La photo c'est partie de mon univers. Quand ils ont été en âge de commencer à travailler, donc tous les deux n'ont pas forcément eu le même rapport à la photographie. Je sais que Thierry, lui, très rapidement est devenu l'assistant de mon grand-père. Et je crois pas qu'à un moment, il ait été question qu'il fasse autre chose que de la photo, comme s'il avait été programmé pour devenir photographe. Mon père, lui, il a voulu faire du cinéma. Ses débuts de photographe ont été moins naturels et spontanés que pour Thierry. Je savais comment faire. Mon père, son assistant l'avait quitté, donc j'ai tout de suite été son assistant. Et mon père a commencé à être malade. Donc après, mon frère est revenu
du service militaire. Donc on s'est retrouvés tous les deux à travailler avec lui. Et comme mon père avait un cancer, des fois il ne pouvait pas aller bosser. Donc on y allait avec mon frère. La sensation que mon métier, qui est évidente, est un métier pas saisonnier, mais qu'on peut travailler, mais qu'on peut vous jeter du jour au lendemain parce que pour des raisons X, Y, Z. Donc j'avais quelque part l'idée de pérenniser, même si moi j'avais hérité du travail de mon père comme mon frère, c'est pas toujours évident de retransmettre ça. Donc tout est venu par une rédactrice de Freundin, par hasard, avec qui je travaillais, qui me dit mais on avait 2 plateaux à l'époque, c'est bien. Nous, avec mon frère, on était beaucoup en extérieur pour la Redoute ou autre chose. Il me dit mais c'est bien, si vous n'êtes pas là, est-ce qu'on peut louer? Donc on reçoit ici entre 50 et 150 personnes par jour qui viennent travailler dans les équipes de nos clients. Donc évidemment, on reçoit beaucoup de grandes célébrités des mondes du cinéma, des arts, de la chanson, du sport, qui viennent se faire photographier par les photographes les plus prestigieux, parmi lesquels notamment Helmut Newton, Nick Knight, Patrick de Marchelier, Jean-Baptiste Mondino, Sarah Moon ici, ou encore Merten Marcus ou Inès Evinhoud, parmi tant d'autres. Le studio Rouchon, pour donner quelques chiffres, c'est plus de 1000 journées de prise de vue par an, 2 600 000 € de chiffre d'affaires annuel, dont près de 40% pour des clients étrangers qui viennent à Paris pour la pub ou pour la presse. Parmi ces équipes, on retrouve évidemment les photographes, les mannequins, les coiffeurs, les maquilleurs, les stylistes, les décorateurs, les directeurs artistiques, les opérateurs numériques, et tous leurs assistants et beaucoup de monde qui viennent participer aux prises de vue qui sont réalisées dans nos studios. Mon travail comme régisseur en chef, c'est de s'occuper de l'état de lieu, tout le matériel, s'occuper des assistants, tout le matériel, voir que tout fonctionne bien, toutes les choses que les photographes ont besoin, qu'ils ont demandé. Alors, en général, quand je prépare mes shootings avec le studio, je leur envoie une liste de matériel. C'est la première chose. En général aussi, je demande un assistant avec lequel je me sens bien. Donc un assistant de plateau, avec lequel je me sens bien, qui est l'équivalent d'un régisseur. Et puis après, il y a tout l'aspect technique, c'est-à-dire une location éventuelle d'appareils photo, une location de matériel en ordinateur, et l'opérateur aussi qui va avec l'ordinateur. Dans les studios, on travaille en tungstène, ça c'était visuel, mais jamais avec énormément de tungstène. Les exposés étaient toujours très longs. Et après, avec All Mode, avec les photographes comme Helmut Newton, David Bailey, avec eux, Richard Avedon, Albert Watson, il y avait toujours un seul source de lumière devant. Avedon, c'était un parapluie, Bailey, c'était un boîte à lumière, peut-être avec des flashs derrière aussi, mais la plupart du temps, c'était des lumières très simples. Il y a un jour coup de fil de Mike, il me dit les frères Rouchon, Patrick et Thierry, tu connais, ils voudraient te rencontrer. Je dis oui, d'accord. Et puis je venais d'avoir un enfant, je voulais arrêter un peu de travailler, ça tombait très bien. Je dis on va aller déjeuner. On va déjeuner
Je rencontre donc Patrick et Thierry. Au bout d'à peu près 27 minutes, ils m'ont dit « Est-ce que tu peux commencer de travailler pour nous la semaine prochaine ?» Voilà, ça s'est passé comme ça. Ça n'a pas été très simple au début, mais forcément, j'avais eu un coup de foudre pour la maison, j'ai appris à connaître nos patrons, Patrick et Thierry, et on a commencé de monter l'escalier, et au bout de quelques années, est arrivé ce que j'avais tout à fait supputé dès le début, c'est qu'on allait être le plus gros de Paris. Il fallait investir un peu d'argent pour transformer l'histoire. J'ai dit à ma mère et à mon frère, donc il faut investir un peu. Ils n'ont pas voulu. Je leur ai dit, ok, je vous rappelle ce qu'a dit papa, j'en ai marre du studio, ça me pompe trop de fric, je prends mon appareil photo et je m'en vais. Je dis, ok, c'est comme ça, je m'en vais. Et ils ont finalement accepté d'investir un peu d'argent, et qui a permis d'engager quelqu'un et d'acheter un peu de matériel et de faire en sorte que ce truc accidentel devienne pérenne. Et c'est comme ça qu'on a trouvé Mike, qui était chez Daguerre et qui voulait partir et qui était notre premier employé professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui venait et qui savait ce que c'était qu'un studio de location. Patrick et Thierry avaient comme caractéristique d'être des photographes, bien sûr, donc de comprendre les photographes, donc d'être amis dans les couloirs avec tous nos clients. Ça, c'était très important. Ensuite, quand on demandait d'acheter du matériel, ils comprenaient très bien de quoi on parlait et du coup, ils étaient tout à fait d'accord. Ensuite, quand on a fait des travaux, ils percutaient tout à fait ce qui était essentiel pour la maison. Donc ça, c'était l'avantage d'avoir des patrons photographes. Je sais que ce n'était pas le même genre de photographe. Bon, ils avaient des caractères différents aussi, hein. Chacun a mené sa carrière comme il le voulait, avec les clients qu'il a voulu développer. Mon père était peut-être plus éclectique que mon oncle. Je pense que Thierry, il faisait de la mode, de la mode, de la mode. Moi, j'ai toujours connu mon père faisant plein de choses très diverses et variées, faisant de la nature morte, faisant de la publicité, faisant des portraits, faisant des photos pour des pochettes de disques, dans des univers très diversifiés, alors que j'ai une image de mon oncle étant beaucoup plus puriste dans sa démarche de photographe. Après, ça pouvait être un petit peu compliqué parce que les gens auraient pu en prendre ombrage, mais en fait, comme ils étaient tous les deux dans des carrières plutôt extérieures qu'intérieures, plutôt l'un musique, l'autre beauté, mais pas trop dans la maison, ça n'a jamais gêné le fonctionnement commercial de Rouchon. C'était compliqué pour eux de gérer leur carrière de photographe et de gérer le développement d'une entreprise, sachant que ce n'est pas tout à fait les mêmes compétences qui sont requises et qu'en l'occurrence, des compétences de photographe, ils en avaient, c'est certain, des compétences de gestionnaire, a priori, c'était plus douteux. Mais je crois qu'à un moment, ce qu'ils ont su faire aussi, c'est reconnaître qu'ils n'avaient pas la capacité et qu'ils n'étaient pas les mieux placés pour développer l'entreprise et pour s'en occuper. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont demandé à ma maman, à Florence Calabre, de prendre ce rôle-là, elle qui n'était pas formée pour, mais qui avait le bon sens et le sens des responsabilités pour justement permettre à l'entreprise de se développer comme il fallait, ce qu'elle a su faire pendant une vingtaine d'années. Mais en tout cas, ils ont globalement su très bien s'entourer et mettre les bonnes personnes aux bonnes places, ce qui a permis à l'entreprise de se développer commercialement, de développer une prestation de service qui a depuis été reconnue comme l'une des toutes meilleures sur Paris et dans le monde. Je pense que les grandes maisons nous choisissent, d'une part pour l'emplacement et les studios qui sont précieux en tant que mètres carrés, architecture et tout ça, pour l'écoute que nous avons par rapport à leurs demandes qui sont quand même très variées et parfois très délicates, que ce soit la réception de gens VIP, que ce soit mettre le feu sur un plateau, que ce soit faire des décors monstrueux en glace, que ce soit mettre des panthères, des chevaux, et j'en passe et des meilleurs, les 101 dalmatiens et tout ça. Donc tout ça, on fait très attention, on est à l'écoute, c'est très sécurisé toujours, et je pense qu'ils savent que même si on ne dit pas toujours oui, on ne dira jamais non. Alors évidemment, après ça, quand j'ai quitté le Jardin des Modes et je suis rentrée à Marie-Claire, j'ai été très vite ici, et ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est comme quand on va au Maroc, chez Rouchon, on est en famille. Voilà. On est dans l'affectif, et puis on a des très très beaux studios, et notamment là, on a fait un sujet pour le mois d'août, qui était une couverture et un sujet d'été,
on a fait construire une petite cabane. On se croit d'abord là, au bout du monde. On se croit en Grèce. Voilà, on a triché, mais maintenant, je préfère venir travailler chez Rouchon et faire des décors que de partir au bout du monde. Mais c'est vrai que là, vous avez en main votre équipe qui est sur place, votre photographe, la maquilleuse, le coiffeur, les mannequins, moi et quelquefois une assistante. Mais là, on est serré. Et on sait que le soir, on peut aller gueuler chez soi, machin, mais on peut prendre sa douche là-bas. On n'est pas toute la journée collé au bout du monde. Il y a à faire des voyages qui coûtent une blinde d'abord, et puis qui fait que maintenant, moi j'en ai fait beaucoup, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai plus envie. Parce que là, moi j'ai fait un sujet d'été, on a eu énormément de succès dans le numéro d'août, grâce à la couverture et le sujet fait par Bruno Juminaire. Le gros intérêt du travail en studio, c'est que finalement, le photographe il a un contrôle total sur ce qui se passe. En extérieur, il peut y avoir un nuage, une voiture qui passe, un truc. Alors qu'en studio, on arrive dans un endroit noir et on l'éclaire, c'est une composition totale. Ce qui m'a attiré dans la photo de mode, large question. J'ai un sens de l'esthétique. Bon, déjà, ça m'a plutôt attiré. Et je sais pas, il y a un truc de communication avec les gens, on arrive à communiquer en profondeur avec les gens, les mannequins, les gens qu'on photographie. Et je sais pas, ça amène quelque chose qui est assez fascinant. Je pense que ce qui nous aide beaucoup et qui nous définit, c'est d'être là depuis de nombreuses décennies. Les gens nous connaissent bien, ils connaissent nos compétences, notre réactivité. Le personnel de la maison est quand même très formé, ils sont très courtois, ce qui est essentiel dans tout le milieu de la mode comme de l'image. Ensuite, la situation géographique de la maison est très importante parce qu'on est dans Paris, que c'est un endroit sécurisé, sécurisant, donc à l'heure actuelle c'est essentiel. C'est mon studio préféré et voilà, pour moi c'est un endroit où je me sens bien, où je suis bien accueillie, où tout le monde comprend mon travail et me respecte. Aussi, ce qui est important, ce qui est assez rare à Paris, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ont gardé une âme comme le studio. Et ce qui fait aussi la particularité, c'est que nous avons une histoire qui est ancienne et nous allons vers l'avenir. Et nous sommes en plein milieu de cette charnière et je pense que tous les studios de Paris n'ont pas exploité cette image-là. Alors en 2005, on a appris que notre immeuble, enfin l'immeuble qu'on occupe, était mis en vente et il a été acheté par un marchand de biens qui a décidé de nous mettre à la porte, quasi manu militari. Donc on est passé tout près de l'expulsion et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de demander officiellement le soutien de tous les gens qui viennent travailler chez nous. Et on a été très émus, très surpris de recevoir autant de témoignages de soutien et d'amour de tous ceux qui viennent travailler chez nous. Alors, parmi tous ces noms, il y a effectivement des personnalités. Alors là, on tombe sur Omar et Fred, Estelle Lefébure, Marc Ispar, mais aussi beaucoup de photographes, de coiffeurs, de stylistes, de gens qui viennent chez nous très régulièrement et qui nous ont apporté des témoignages de soutien qui nous ont vraiment aidés. Et aujourd'hui, cette procédure est toujours en cours. Donc peut-être qu'un jour, on va devoir quitter ce lieu mythique, ce qui serait un drame évidemment pour notre famille, mais aussi un drame pour le milieu de la photo à Paris, parce que ça ferait un studio de moins en plein cœur de la capitale de la mode, et ça, c'est jamais une bonne chose. Pour les studios Rouchon, il y a un truc qui est indéniable, il y a une vraie culture. Donc on se retrouve dans un lieu qui est à la fois sympathique, ça a l'air tout décontracté. Derrière tout ça, il y a une volonté professionnelle, il y a une vraie culture. Et voilà, je trouve que c'est un endroit où il n'y a pas de frime.
c'est extrêmement efficace et voilà, finalement on est là pour travailler et c'est un endroit où on est bien reçu avec des gens assez géniaux. C'est difficile de faire le métier de photographe si on n'est pas sans arrêt en train de réinventer des lumières, de chercher des choses. Sinon on rentre dans une espèce de rail qui devient très vite ennuyeux. Et moi je trouve que le numérique, ça a amené une grande liberté aux photographes. Dès que c'est arrivé, c'est un truc que j'ai adoré. Et c'est vrai qu'il y a le côté académique, le négatif, impeccable et tout, et d'accord. Mais le gros avantage du numérique, c'est c'est un peu comme de la peinture à l'huile. On fait un shooting et la photo ne s'arrête pas après la prise de vue. Ça continue en post-prod et c'est quand même assez génial. Maintenant, je commence à faire du film et je trouve qu'avec l'Internet, toutes ces choses-là, on a commencé à développer un format très court de film. Avant, quand on voulait faire du film, c'était pour faire du long métrage. Mais maintenant, il y a une autre façon de faire une continuation de la photographie avec des petits projets qui peuvent être de 2 minutes, 3 minutes et qui peuvent être assez passionnants. Je fais 2 films avec la RED. Je trouve l'objet absolument... c'est sidérant, quoi. Quand on pense qu'une image fait à peu près 40 cm de large à 300 dpi, c'est soufflant, quoi. Par contre, ce que je trouve intéressant avec la RED, au début, je pensais qu'on pouvait filmer et en tirer des photos tout de suite. Oui, techniquement, on peut, mais je me suis aperçu qu'il y a on ne travaille pas de la même façon, on ne photographie pas de la même façon qu'on ne les filme. Donc, quand on veut s'amuser à jouer ce double jeu, il va falloir que les photographes travaillent encore. Il y a encore une autre façon d'appréhender les images pour que ça corresponde aux deux médias, quoi. L'arrivée d'un nouveau style de photographie qui rajoute du mouvement, on ne sait pas comment on l'appelle. Alors nous, on l'appelle entre nous motion photographie, de la photographie en mouvement. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire une photographie d'une image. On peut faire une photographie d'1 seconde ou une photographie de 2-3 secondes, et juste rajouter un peu de mouvement, un peu d'interactivité, et de garder cet esprit, garder l'œil et l'esprit du photographe, mais d'utiliser les techniques et ce que la technologie apporte pour en faire un peu plus. La motion photographie, par exemple, un mélange de photos et de vidéos sur lequel le lecteur va pouvoir complètement interagir. C'est beaucoup plus ludique que la presse papier. Ça fait presque 2 ans maintenant que je suis convaincu qu'on est à l'aube d'un phénomène nouveau et qu'il faut y aller. J'ai réussi à faire passer cette conviction au sein de mes équipes. Et donc, on a décidé de se lancer, de commencer à produire du contenu nouveau qui rajoute à la photographie du mouvement, de l'interactivité. Et donc, on s'est dit qu'on allait créer un magazine. Alors, un magazine qui n'a pas vocation à détrôner le Vogue, mais un magazine pour montrer un laboratoire d'expérimentation, pour tester ces nouvelles techniques, commencer à travailler avec les photographes, et comprendre et maîtriser tout ce que ça implique. Alors, être hardi, c'est déjà un adjectif qui signifie prompt à oser sans se laisser intimider. C'est ça, être hardi. Et puis, c'est un magazine interactif, le magazine du Studio Rouchon. Parce qu'effectivement, notre démarche est un peu hardie. Elle est ardue aussi, mais elle est très excitante. Alors c'est un magazine digital, exclusivement diffusé sur iPad
Et le contenu éditorial, il est imposé en fait par sa spécificité première qui est l'interactivité. Toute l'interactivité a donné le ton éditorial du magazine parce que c'est ce qui nous a fait partir sur plein de possibilités artistiques qu'on a moins sur le papier. Le thème de ce premier numéro, c'est la danse. Pourquoi la danse? Alors, le magazine parle de mode et d'art tout confondu. Et là, on a choisi la danse, comme on aurait pu choisir l'opéra ou autre chose, mais un art qu'on a voulu exploiter, interpréter de manière différente. On a par exemple travaillé avec les danseurs de l'Opéra de Paris, voilà, dont Marie-Agnès Gillot, qui est danseuse étoile, avec qui on a réinterprété 5 ballets de danse très connus, Gisèle, Coppelia, La Bayadère, Roméo et Juliette, Le Lac des Cygnes, qu'on a réinterprété de façon contemporaine. Voilà. Et donc ils ont dansé sur ces ballets en vidéo. Je connais le passé, je connais le présent, l'avenir. Je le devine, mais je laisse si tu veux, la façon de voir à une génération suivante. Il lui avait parlé d'un endroit en Camargue où on ne pouvait pas arriver sinon avec le cheval. Alors moi j'ai dit, écoute, moi je ne peux pas parce que je ne monte pas le cheval, alors je ne peux pas. Mais il dit, mais oui, mais c'est très facile. Ça suffit, on était en 3, l'assistant pauvre, hein, et il a dit on va mettre toutes les robes, chacun sur le cheval, et on part. J'étais avec le cheval comme ça, toutes les robes qui tombaient, et je suis tombée dans la mer avec le cheval, mais après on a repris tout, on a recommencé, c'était incroyable.